Après le dernier départ de tram à 20h30, le SMAG annonce un nouveau dispositif mobilité soignant, une offre qui met en place 3 navettes nocturnes à destination du personnel soignant, mais pas que. Une Saint-Valentin sans restaurant cette année, mais cela n'empêchera pas les restaurateurs de vous proposer des menus à emporter. C'est le cas du Fantin-Latour, rencontre avec le chef tout fraîchement étoilé Stéphane Froidevaux. Et puis en fin de journal, rencontre avec Nicolas Plein, scientifique spécialiste des sciences du climat, dont le documentaire « Il faut sauver les Alpes » sera diffusé ce week-end sur TF1. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du 11 février 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Et une bonne nouvelle pour commencer ce JT. L'acteur Samy Bouajila, originaire d'Échirolles, vient d'être nommé au César dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans le film Un fils de Mehdi Barsaoui. Samy Bouajila que nous avions rencontré la dernière fois lors d'un tournage dans l'agglomération grenobloise. L'acteur avait déjà reçu un César en 2008 pour un second rôle. Il avait également déjà été nommé dans la catégorie meilleur acteur en 2012 pour son rôle dans le film Omar m'a tué. Espérons que 2021 lui porte chance. Fin du suspense le 12 mars prochain. Avec un couvre-feu à 18h ainsi que la baisse de la fréquentation du réseau TAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise avait décidé de limiter son offre de transport en soirée avec un dernier départ de tram à 20h30. Une situation compliquée pour de nombreuses personnes dont le travail se termine après le couvre-feu. Le SMAG et la CEMITAG ont ainsi mis en place un nouveau dispositif depuis mercredi soir pour essayer de faciliter le déplacement des usagers. Explication avec Lina Badreddine. D'habitude, des tramways comme celui-ci, il y en a jusqu'à au moins 1h du matin. Mais avec un couvre-feu à 18h, le réseau de transport a adapté ses horaires et les derniers tramways font leur départ aux alentours de 21h. Les travailleurs comme les soignants, qui finissent souvent après cette heure-là, sont impactés par cette fin de service. Le SMAG a donc adapté une nouvelle offre qui permet de desservir un certain nombre d'arrêts habituels avec un réseau reconstitué des grands axes de tramway. Il y a 3 grandes lignes. Une première qui part du CHU Michalon tous les soirs à partir de 21h45, qui se dirige en direction du centre-ville, notamment vis-à-vis de l'arrêt Victor Hugo, qui est un point de connexion et de correspondance avec les autres lignes. Cette ligne donc, qui part du CHU continue en direction de Fontaine-Sassenage via le trajet de l'actuelle ligne A. Il y a un point de correspondance, je le disais, à Victor Hugo avec l'actuelle ligne E du tram qui part en direction de Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Égrève, le Fontanil. Et il y a un point de correspondance vers le sud qui part en direction d'Échirolles pour desservir notamment d'autres établissements. Ce sont des lignes qui, pour monter à la correspondance, évidemment, vont aussi prendre des gens et donc desservir doublement. L'offre CEMITAG est adaptée à 82% du niveau habituel pour une fréquentation de 45%. Cette nouvelle offre a été réfléchie après que des usagers ont contacté le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Il a été réfléchi en fait avec les principaux employeurs publics et notamment les établissements publics de santé en fonction de la réalité des besoins en fait de leur personnel. Ils ont été réfléchis aussi de manière, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir desservir finalement des parcours qui sont déjà connus en fait des usagers, d'arriver en fait à remplacer un certain nombre de lignes par ces navettes-là. Un service de transport pensé et adapté à la demande des soignants, surtout, mais accessible à toute personne qui le souhaite. J'habite à côté de Grand Place et ça m'aurait fait 25 minutes à pied, quoi. Après le travail, c'est un peu fatigant. Cette opération globale, qui sera en œuvre autant de temps que nécessaire, coûte 3 000 € par soirée. Pour les amoureux de la Saint-Valentin, celle-ci devrait se passer dans des conditions inédites cette année. Pas possible de sortir au restaurant, mais nombreux sont les restaurateurs à proposer des menus pour la Saint-Valentin à domicile pour l'occasion. C'est le cas du Fantin-Latour, le seul restaurant étoilé de Grenoble qui a obtenu son fameux sésame il y a peu de temps auprès du guide Michelin. Rencontre avec le chef Stéphane Froidevaux avec Lilian Veillet. Pas besoin de monter au sommet pour obtenir sa première étoile, ou plutôt si au sommet de la gastronomie française. Stéphane Froidevaux y est parvenu à force de persévérance et de créativité. Ça fait 14 ans qu'on est là, c'est une très très belle récompense et puis ça récompense le travail, l'exigence, le sérieux, la rigueur, la discipline, la créativité, l'amour du métier. Et c'est bien, c'est beau, je dirais, et puis ça motive, ça donne envie d'aller plus loin.
Après 32 ans sans restaurant étoilé, Grenoble brille enfin au Michelin et cela fait plaisir à tout le monde en cuisine. C'est vraiment bien pour moi personnel et pour les restaurants. En ce moment, je travaille dans un restaurant en étoilé. C'est incroyable pour moi. Bien sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel. Par contre, pour nous, on a toujours travaillé au même niveau. L'excellence et la demande du chef, c'est toujours la même si année après année, on n'avait pas l'étoile. Il y avait toujours la recherche de mieux faire. Fini de chercher cette fois, ils ont trouvé leur bonne étoile. Et la recette est simple, des parfums de montagne, des produits locaux, une cuisine gourmande et beaucoup de plaisir. La cuisine, c'est une passion qui a démarré à l'âge de 5 ans. Depuis tout petit, je sais que je vais faire ce métier-là parce que pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Ancien disciple de Marc Vera, Stéphane Froidevaux a travaillé pendant 2 ans à Serre-Chevalier avant de rejoindre la capitale des Alpes et d'y apporter son talent et ses saveurs. Chaque légume a besoin d'une méthode très précise pour le sublimer, une cuisson particulière, une approche. Je vais aller chercher vraiment une idée, une façon de le cuire qui va vraiment le sublimer. Et même si le confinement est passé par là, il a su s'adapter en proposant de la vente à emporter. Là, on prépare le menu du jour. Chaque semaine, il propose un menu surprise et un menu gastronomique différent, avec toujours des plats à la carte. Là, ce midi, on a un velouté potimarron avec le petit chutney. Ici, on a un pot-au-feu crémé parfumé à l'orange. Et pour finir, on a ce très joli dessert, un dôme glacé fruits exotiques bavaroise vanille, avec une gelée de lavande rose. C'est pas appétissant, ça? Grâce à la vente à emporter, Stéphane réalise 50% de son chiffre d'affaires habituel et peut surtout continuer de peaufiner sa cuisine étoilée. Et vous pouvez commander vos repas à emporter directement sur le site du restaurant du Fantin-Latour. On va prendre de la hauteur pour finir ce JT avec vous, Nicolas Plein. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scientifique spécialiste des sciences du climat et également parapentiste. On pourrait aussi dire explorateur scientifique. Et vous serez samedi matin sur TF1 à 10h45 dans l'émission Génération Ushuaïa avec le documentaire « Il faut sauver les Alpes ». Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le pitch de ce documentaire ? Alors l'idée de ce documentaire « Il faut sauver les Alpes », c'était de montrer qu'on peut agir au niveau local avec des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique et lutter contre la pollution de l'air, l'érosion de la biodiversité. C'est vraiment de montrer que vous, nous, tout le monde a le pouvoir d'agir à ce niveau local dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle et dans notre vie associative. L'idée, c'est vraiment pas de montrer, on n'est pas militant, mais on montre qu'il y a des solutions, on montre qu'on peut aborder ces thématiques avec optimisme et positivisme. Alors, je le disais juste avant, vous êtes aussi parapentiste. C'est un parcours que vous avez fait en 100% parapente, quoi. Aucune émission de gaz à effet de serre. Alors nous, on était en parapente avec Heidi Sevestre, qui est glaciologue, avec qui je présente. Après, bien sûr, il y avait une équipe de tournage aussi qui nous suivait, donc avec des voitures électriques à côté de nous pour tourner entre Grenoble et Chamonix, parce qu'on a tourné donc dans toutes ces vallées alpines. Et l'idée, voilà, c'était d'utiliser le parapente parce que c'est un magnifique moyen de se déplacer sans émission de carbone si on monte à pied. Et le reste de l'équipe suivait en voiture électrique. Alors justement, dans ce documentaire, vous allez à la rencontre de nombreuses personnes qui ont des solutions locales pour lutter contre le dérèglement climatique. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous ont plus marqué que d'autres, si je puis dire ? En fait, ce qui est intéressant avec le documentaire, on a vraiment essayé de montrer plein d'initiatives qui existent, soit des collectifs de citoyens, comme le collectif Colère Pure, qui font un Repair Café pour éviter de jeter des objets et de les incinérer. Il y a aussi cet apiculteur qu'on voit derrière nous, la Kléber, qui lui est à la fois apiculteur, pisteur secouriste, et s'engage aussi dans sa mairie pour essayer de mettre en place ces solutions à l'échelle de son village. Et donc, toutes ces solutions qu'on a montrées, c'est vraiment montrer qu'il y a un continuum de solutions avec des associations, des collectifs, des petites entreprises, pour montrer que tout le monde peut agir sur ces questions-là. Et alors justement, on va regarder un petit extrait du documentaire. On sent vraiment que cette roche, elle est vraiment fracturée et très friable. Elle est très fracturée, ouais. C'est un héritage de la formation des Alpes, tout simplement. Mais il faut imaginer que dans les fractures, en profondeur, tu as de la glace. C'est de la glace. Et c'est celle qui est importante pour la stabilité des montagnes. C'est fou parce qu'avec le réchauffement climatique, on fait fondre ce ciment et tous les blocs peuvent descendre petit à petit. Voilà, dans l'été, on va du coup avoir des petits blocs qui vont tomber. Et plus on va sortir de l'été, plus on va avoir... Voilà, dans l'été, on va du coup avoir des petits blocs qui vont tomber. Et plus on va... C'est assez sportif comme tournage quand même.
C'est assez sportif parce qu'on essaie de concilier des sports extérieurs qui nous montrent en fait cette beauté de la nature. En parapente, on voit bien la beauté de la nature, on est vraiment dans les éléments, on sent bien la météo, on sent les changements aussi qu'on a. Moi, quand j'ai commencé le parapente il y a une dizaine d'années à Saint-Hilaire-du-Touvet, il n'y avait pas du tout de cigales en été, par exemple. Et maintenant, quand on vole au-dessus de cette forêt en été, on a des cigales, ce qui montre bien le changement et ce réchauffement climatique. Là, avec Ludovic Ravanel aussi, ce qu'on voulait montrer, et avec d'autres scientifiques, c'est qu'avec Il faut sauver les Alpes, on part du constat scientifique. Donc les scientifiques nous disent, bah voilà, ici on a un réchauffement, ici on a une perte de biodiversité. Et nous, on essaye avec la co-présentatrice, donc Heidi Sevestre, de trouver des solutions et de montrer ces solutions, de montrer le dérèglement climatique comme une opportunité, de pousser à l'action et de créer ensemble des sociétés qui sont plus justes et plus durables. Parce que c'est ce qu'a montré aussi cette crise sanitaire, c'est qu'on pousse vraiment des solutions pour une transition écologique et sociale. Donc c'est vraiment les deux qui sont liés. Alors justement, en termes d'action, avant d'être diffusé sur TF1, ce documentaire, vous l'avez présenté devant les députés de l'Assemblée nationale. Ouais, donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire bouger les choses et d'essayer de montrer aux députés, ou aussi dans les cabinets ministériels avant, où je travaillais dans l'équipe COP21, ou dans les ministères, de montrer que ces solutions, elles fonctionnent. Et donc d'essayer de favoriser ces solutions, favoriser le passage comme l'apiculteur le fait, à de l'agriculture biologique, à des solutions qui marchent sur le terrain, mais il faut leur donner un coup de pouce pour que des personnes puissent s'investir de plus en plus sur ces solutions et que ça fasse un vrai effet boule de neige. Quelles leçons vous tirez un petit peu de cette aventure qui a duré plusieurs semaines dans les Alpes ? Ce qu'on voit vraiment, c'est que quand on va dans les villages, quand on va dans ces vallées alpines, et c'est pareil un peu partout en France aussi et dans le monde, c'est que quand on va dans les territoires, au niveau local, on voit des choses qui bougent, on voit des gens qui ont la banane parce qu'ils agissent, et vraiment agir rend heureux, et on voit qu'on peut faire accélérer les choses quand on agit à ce niveau local, parce qu'on voit concrètement les résultats de nos actions, et on voit qu'on peut faire bouger les choses. Donc allez-y, engagez-vous, et c'est super. Vous avez d'autres projets comme celui-ci qui sont prévus par la suite ? Oui, donc là, c'était le premier épisode d'une collection de documentaires. Donc c'était dans les Alpes. On a tourné le deuxième épisode dans les volcans d'Auvergne. Donc là aussi, on a vu plein de solutions super intéressantes pour accélérer cette transition écologique et sociale. Et à côté, on a d'autres projets vidéo, d'autres projets d'émissions télé qui concilient donc le parapente, les sports extérieurs et cette sensibilisation et pousser à l'action pour accélérer cette transition écologique et sociale. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est ce documentaire « Il faut sauver les Alpes », on a aussi créé une plateforme en ligne, une interface, c'est ilfautsauver.org sur Internet, et on essaie de créer le marmiton de la transition écologique. C'est-à-dire toutes les solutions qu'on va voir dans le documentaire, on va les transformer en recettes de cuisine sur cette interface pour que chacun puisse les répliquer là où il se trouve, dans leur région, de façon très simple et très concrète. Oui, c'est pas anodin que vous ayez choisi les Alpes pour commencer cette série de documentaires. Et oui, les Alpes, en fait, c'est un peu comme les sentinelles du climat. On voit vraiment ce réchauffement climatique dans les Alpes parce qu'on a un réchauffement de plus de degrés dès à présent, alors qu'on est à plus 1 degré au niveau français. Donc on est un peu les sentinelles du climat et on voit ces changements arriver plus vite qu'ailleurs, et il faut vraiment qu'on est confronté à trouver des solutions pour justement essayer de s'adapter au réchauffement climatique, mais aussi d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Nicolas Plein d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. On rappelle du coup que le documentaire « Il faut sauver les Alpes » sera diffusé samedi matin à 10h45 sur TF1 dans l'émission Génération Ushuaïa. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.